Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui à l'occasion des 10 ans de la chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains. Et je vois qu'on a nos fidèles qui sont là, comme nos taggeurs. Eh bien, bienvenue pour tous. 10 ans d'action innovante nationale et internationale basée sur l'éducation, la formation, la recherche et la communication, qui sont les missions de cette chaire UNESCO. En 2003, M. Kofi Annan, alors secrétaire des Nations Unies, a impulsé la création de cette chaire avec Mark Ghanem, alors président de la WAS, World Association for Sexual Health. Depuis cette date, avec Mark, nous avons élaboré le fond et la forme de cette chaire en inscrivant, bien avant sa création en décembre 2010, puisque nous sommes à son anniversaire, dans son kit, dans sa vision et ses missions, l'importance des droits humains pour toutes et tous dans le cadre des expressions des sexualités. Je voudrais rendre hommage au premier titulaire de la chaire, Mark Ghanem, qui est décédé en juin 2011, et à un ami commun qui vient de décéder, Édouard Marquis, qui nous a permis d'engager la chaire dès 2011 dans la communication et le digital. Depuis décembre 2010, l'UNESCO, l'Université Paris Diderot, puis l'Université de Paris, la Société française de sexologie clinique, puis le fonds de dotation Human Earth, ont signé une convention de partenariat dans le montage de vidéos que vous venez de voir et que vous retrouverez sur l'ensemble de nos médias. Vous avez vu les humains qui ont créé puis fait fonctionner cette chaire. Je remercie vivement, bien évidemment, les 7 membres du comité exécutif qui m'accompagnent dans les missions des actions de la chaire au quotidien, par ordre alphabétique: Arnaud Alessandrin, Pierre Bengozi, Marie Chollier, Ingrid Géré, Joël Mignot, Arnaud Seven et David Simard, ainsi que la grande marraine de la chaire, Nicole Arnaud-Beauchamp, qui était ici dès le départ. Nous sommes conseillés par les 18 membres du conseil scientifique et son président du conseil, Laurent Mandelbrot. La chaire fonctionne actuellement avec 2 chargés de dossier, Grace Dakash et Georgina Lepoul, sans oublier celles et ceux qui accompagnent le fonctionnement de la chaire, Virginie Baldeschi, Marie-Christine et Gérard Calmelet, Philippe Le Godinec, Laurent Malter, Léo Pétro et Olivier Rousseau. La chaire est aussi un lieu de stage intense et créatif. Pendant ces 10 premières années de la chaire, notre priorité a été de promouvoir la santé sexuelle et l'appliquer à l'ensemble des missions, à l'ensemble des dimensions de l'être humain en lien avec les déterminants environnementaux. Abrité par l'Université de Paris, nous avons pu créer dès 2007 le premier diplôme universitaire en santé sexuelle et en 2016 le premier pôle universitaire de santé sexuelle, sexologie et droits humains qui encadre actuellement 5 diplômes universitaires. Avec France Université Numérique et l'Université de Paris, nous avons mis à disposition les 2 MOOC, des cours en ligne sur la santé sexuelle, les bases et la communication, et nous avons touché près de 40 000 apprenants. Nous nous sommes engagés dans des travaux de recherche avec l'OMS et le réseau COST Europe. Nous avons réalisé plus de 100 communications nationales et internationales avec nos correspondants internationaux, et je voudrais remercier plus particulièrement ceux qui nous accompagnent régulièrement: Tamara Adrian, Michel Lombard, Capucine Ternicien-Douville et Igor Toskin. Pour les 10 ans à venir, avec votre mobilisation, nous promouvrons les droits humains en lien avec la sexualité afin de participer aux objectifs du développement durable 2030. Vous voyez, ces 17 objectifs en lien avec la santé sexuelle sous forme d'une roue que nous avons créée avec l'autorisation des Nations Unies en septembre 2017. Plus que jamais, nous avons un défi à relever qui est l'éducation pour tous et tous aux droits humains et aux valeurs humanistes. Pour faire face aux violences, aux infections sexuellement transmissibles, aux grossesses non désirées,
aux discriminations de genre et d'orientation. Le seul axe stratégique est d'agir ensemble. Objectif 17, le partenariat. Sinon, on ne pourra pas atteindre les autres objectifs. Sur l'éducation aux droits humains en lien avec la sexualité dès le plus jeune âge et tout au long de la vie. Comment ce programme a été créé aujourd'hui? Nous avons à avoir un débat international sur les inégalités des droits et les atteintes aux droits sexuels. Il sera animé par Arnaud Cévennes et conclu par Claudine Serre de la Commission nationale française de l'UNESCO. Suivra la remise des prix de l'innovation et de l'éducation en santé sexuelle et des droits humains, toujours par Arnaud Cévennes. Puis, je présenterai notre nouveau cours en ligne gratuit, ouvert pour tous, un MOOC sur le thème des droits de la sexualité et d'éducation. Nous clôturons cet événement avec un plaidoyer élaboré par les membres du comité exécutif de la chaire et présenté par Joël Mignot. Nous vous proposerons d'y adhérer, soit en participant à des actions de la chaire, soit en promouvant des actions qui vous tiennent à cœur. Bonsoir. Alors, ravi de vous avoir parmi nous ce soir pour une soirée et un débat. Soirée qui a été découpée en 3 parties. Le passé, vous l'avez vu à travers cette intervention de notre président de la chaire, Thierry Troussier, mais aussi à travers ce générique qui vous a montré quelques grands moments, de grands événements de la chaire UNESCO. L'avenir qui vous sera présenté tout à l'heure par un plaidoyer qui sera présenté par Joël Mignot. Mais maintenant, on va s'occuper du présent. Le présent, on va l'explorer à une époque particulière. On va l'explorer à travers les droits sexuels et les atteintes aux droits sexuels, dans une période particulière, évidemment, puisqu'il y a la crise sanitaire. Et cette crise sanitaire a mis en exergue un certain nombre d'inégalités de droits dont vous avez pu suivre dans les médias largement, ça a été largement débattu, mais on pourrait citer par exemple les difficultés d'accès aux soins de santé génésiques, les difficultés d'accès aux médicaments pour le VIH, l'augmentation du taux des avortements clandestins, etc. La liste est longue. Mais ce n'est pas seulement cette crise n'a fait que révéler des choses qu'on voit depuis plusieurs années sur les violences de tout genre. Et on peut s'interroger sur, effectivement, est-ce que cette époque est une époque catastrophique en termes de droits sexuels? D'un autre côté, on est obligé de parler du prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, qui, en RDC, c'est le médecin qui répare les femmes. Et donc, ce n'est pas rien qu'on ait pris comme prix Nobel à quelqu'un qui est investi dans les droits sexuels, je le rappelle d'ailleurs, parfois au péril de sa vie. On peut observer aussi beaucoup d'initiatives qui sont prises ces dernières années par des associations pour la défense des droits sexuels. On observe aussi des mouvements comme MeToo qui ont donné la parole aux femmes. En tout cas, les femmes se sont emparées de cette possibilité de parler. Donc, des mouvements associatifs très investis pour les droits sexuels. On peut observer aussi des législations en faveur de droits sexuels, alors que dans d'autres pays, c'était plutôt l'inverse. Et donc, finalement, le débat qu'on ouvre ce soir, c'est effondrement ou renouveau des droits sexuels. Pour en parler, on va accueillir 3 de nos intervenants internationaux de la chaire UNESCO. Alors, on peut suivre ce débat, mais toute cette soirée, sur le Facebook Live et également de la chaire UNESCO. N'hésitez pas d'ailleurs à partager le lien avec vos réseaux sociaux, celui du Zoom et celui du Facebook Live. Et vous pourrez poser tout au long de ce débat, à n'importe quel moment, des questions sur les chats du Facebook Live ou du Zoom. On va mettre de côté ces questions et on essaiera de répondre à certaines d'entre elles à la fin du débat avec nos intervenants. Je vais vous présenter donc nos 3 intervenants. On va commencer par le docteur Gabriela Madaras.
en Roumanie. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir d'ailleurs, on est plutôt le soir. Effectivement, vous avez raison. Pour nous en tout cas, parce que vous verrez que ce n'est pas vrai pour tout le monde au cours de la soirée. Gabriela Maduras est médecin endocrinologue sexologue et elle intervient particulièrement dans un programme qu'elle essaie de mettre en place d'éducation à la sexualité dans les lycées et dans les écoles en Roumanie. Donc, elle est en Roumanie actuellement. La deuxième personne que je voudrais vous présenter, c'est Madame Tamara Adrian, avocate, professeure de droit, qui est au Venezuela et qui est la première membre transgenre à l'Assemblée nationale du Venezuela et qui est une grande défendeuse des droits à l'égalité, de l'égalité des droits plutôt, des personnes LGBTQI+, c'est-à-dire de toutes les personnes qui ont des identités sexuelles diverses ou des orientations sexuelles diverses. Et la troisième personne que je voudrais vous présenter, bonjour, Tamara. Bonjour, ici c'est début d'après-midi, alors ouais. Voilà, là c'est l'après-midi. Et la dernière personne nous dira à quel moment de la journée elle est. C'est le père Roger Mpongo, qui est en République démocratique du Congo, qui est prêtre à l'archidiocèse de… alors là, je risque de dire une bêtise. Je ne me rappelle plus. Mais il nous le dira. En tout cas, c'est l'archidiocèse où exerce Roger Mukwege. Alors, Roger Mpongo est le fondateur de l'association Foyer de paix des Grands Lacs qui prend en charge les femmes victimes de violences de guerre. Il est théologien, il est aussi professeur à l'Institut supérieur des technologies du développement, si je ne dis pas de bêtises. Voilà pour la présentation de nos intervenants. Bonsoir ou bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je vais poser une première série de questions. Chaque intervenant, on fera un premier tour de table comme ça, avec chaque intervenant, l'un après l'autre, qui aura 3 à 4 minutes pour y répondre. Et dans cette première série de questions, je vais leur demander déjà de nous dire ce que leur inspire le titre de ce débat, droit sexuel, effondrement, renouveau. Et dans un second temps, ou à la suite en tout cas, de nous exposer, de nous parler de ces droits sexuels dans leur pays d'une façon un peu générale, voire internationale s'ils ont envie d'en parler, de faire le point sur ces droits, et puis plus particulièrement dans leur domaine de spécialité ou de compétences. Pour commencer, je vais donner la parole, si elle veut bien, à Gabriela Madaras. Eh bien, à vous la parole. Bonsoir. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci à Arnaud Seven pour la présentation et merci à Thierry Troussier, à Grace et à Georgina pour l'organisation de ce débat. Je trouve que cette fête UNESCO tombe bien parce qu'on vient de fêter il y a 2 jours la Journée nationale de la Roumanie. Alors, j'utilise ce débat pour m'ériger un messagère pour mon pays auprès de vous. Alors, en ce qui regarde les droits sexuels en Roumanie, c'est plutôt chez nous un effondrement. Et pour comprendre comment les choses passent ici, j'ai quelques données essentielles, je pense. Alors, la Roumanie est située en Europe d'Est. Elle compte 19 millions d'habitants. C'est un pays qui a été sous un régime communiste pendant 54 ans, entre 1945 et 1989. Et il a fait son entrée en l'Union européenne en 2007. Est considéré le pays ou un des pays les plus pauvres de l'Europe parce que le salaire net est de 280 € par mois. 45% de la population habite en milieu rural. C'est une république
laïque constitutionnellement, mais 86% de la population est de confession orthodoxe, dans le top 10 au monde parmi les pays les plus religieux, et le seul de l'Union européenne à figurer dans le top 10. Selon Eurostat, la Roumanie se situe sur la dernière place en Europe en ce qui regarde les achats de livres. 93,5% des Roumains n'achètent même pas un livre par an. La Roumanie a dans l'Union européenne le plus petit pourcentage du produit interne brut qui soit investi dans la santé et l'éducation publique. Et en 2013, le plus grand nombre de personnes séropositives en Roumanie étaient des jeunes de 15-24 ans, malheureusement. Alors, situation géographique, démographique, historique, culturelle donnée, on peut envisager un peu les attitudes, les mœurs, la façon dont on construit ici nos priorités et par conséquent l'importance que notre sexualité et la sexualité des autres jouent dans nos vies, ainsi que les politiques émergentes de santé publique et de santé sexuelle. Alors, une loi de 2004 oblige les autorités locales, les institutions publiques et privées qui sont actives dans le domaine de l'éducation, de dérouler des programmes scolaires pour la prévention des maladies à transmission sexuelle et des grossesses chez les adolescentes. Malheureusement, en 2020, le Parti socialiste modifie cette loi. On parle désormais d'une éducation sanitaire qui se fait seulement avec l'accord écrit des parents de l'enfant. L'Église orthodoxe catalogue cette éducation à la sexualité comme un attentat à l'innocence des enfants. En même temps, la société civile réagit et en rappelant que la Roumanie se situe sur la première place en ce qui regarde les mères adolescentes. On a eu 18 000 mères adolescentes en 2019, 6 000 par rapport en France, soit 10% de la totalité des mères. De ces mères, 40% ne réussissent pas à assurer le moindre nécessaire pour elle et l'enfant. 60% n'ont pas d'eau courante et 5 filles de 10 n'ont aucun suivi gynéco pendant la grossesse. Un sondage de l'Union européenne effectué en Roumanie en 2016 sur la perception du viol conclut que 55% des Roumains considèrent le viol comme acceptable et 1 de 5 ne pense pas que le viol devrait être puni par la loi. En 2018, la Coalition pour la famille veut modifier la constitution de la Roumanie pour que le mariage entre conjoints se transforme en mariage entre hommes et femmes. On parle beaucoup sur la homosexualité dans les médias. Il y a même un référendum national qui n'est pas validé, heureusement. Cependant, quelques semaines après ce référendum, je participe à la conférence nationale de la médecine sexuelle, qui est le seul événement de ce genre qui existe en Roumanie. Et là, pendant 3 jours de conférence, le mot homosexuel n'est même pas mentionné. En juillet 2020, un projet de loi, toujours le Parti socialiste qui est au pouvoir, stipule l'interdit de débattre dans les écoles, lycées et universités sur le genre et l'identité de genre. Le président de la République rejette cette loi et elle sera discutée à la Cour constitutionnelle le 9 décembre. Alors, en conclusion, le passé est difficile ici en Roumanie, le présent n'est pas glorieux et vraiment, j'ai l'impression que c'est cette génération, c'est moi et ceux qui sont restés, parce que la plupart de mes amis et mes collègues sont partis vivre à l'étranger, qui doivent sauver les générations à venir. Voilà, c'est ça. Merci. Merci beaucoup, même si le constat est dur. Bon, on va écouter l'intervention de Madame Tamara Drian et je vous donne aussitôt la parole. Ah, voilà. Je ne pouvais pas activer mon microphone. Alors, bonsoir, bonjour, bon après-midi. Ça dépend où vous êtes maintenant sur le globe Terrac. Je suis vraiment très fier d'avoir accompagné pour la plupart des 10 ans d'existence de la chaire Thierry avec ses projets, ses bébés qui maintenant grandit, ça pousse vite et mes compliments pour tout ce qui a été fait et pour encourager tout ce qui se fera dans le futur. Comment
Gabriela a mentionné le monde n'est pas la France, on n'est pas les États-Unis, on n'est pas les pays nordiques, on n'est pas. Donc, on constate mon activité, si bien j'habite au Venezuela, et elle est bien répandue par toute l'Amérique, et même dans d'autres pays, et même asiatiques. Et ce que j'observe, bon, je vais me référer tout d'abord à ce qui se passe au Venezuela d'une part et d'une autre part rapidement à ce que j'observe dans le monde en ce moment concernant les droits sexuels et les droits reproductifs. Au Venezuela, bon, je ne sais pas combien vous savez maintenant de ce qui se passe au Venezuela. On a la pire crise économique vécue par un pays en paix dans l'histoire économique. La taille de notre économie est actuellement moins d'un dixième de ce que c'était il y a 10 ans ou 12 ans. Dans ce contexte, il n'y a pas de moyens anticonceptifs, il n'y a pas une attention médicale assez convenable pour la plupart des gens. La malnourrition est la règle surtout dans les parties les plus fortes du pays. Et presque le 25% de la population est partie du Venezuela dans les derniers 10 ans. C'est-à-dire presque 6 millions de personnes sont parties du Venezuela dans cette période. Et donc, dans ce contexte, il est très difficile de parler des droits sexuels et des droits reproductifs, surtout parce que, de la même façon que Gabriel a mentionné, il n'y a pas d'éducation sexuelle et reproductive, même pour les adolescents, à un niveau qui soit acceptable. Et il n'y a pas des moyens anticonceptifs et il n'y a pas de conscience de genre. Il n'y a pas des droits du tout pour la population LGBT. Ce contraste fort avec ce qui se passe dans le reste de l'Amérique latine, parce que maintenant, on a des droits égaux dans le Mexique, Costa Rica, Colombie, Équateur, Brésil, Uruguay, Argentine et Bolivie, en ce qui concerne l'égalité des genres. Donc, dans ce contexte, il est très dur de parler des droits sexuels et des droits reproductifs et des droits humains même. Ce qui concerne ce qui arrive dans le monde, ce que Gabriel a mentionné sur les objections à l'introduction de droits sexuels et reproductifs dans l'éducation, parler ouvertement d'avortement, parler des droits pour les personnes LGBT, parler en général de sexualité, on commence à constater que les antagonistes se sont regroupés dans le monde. Et ce n'est pas seulement maintenant une partie des très orthodoxes de l'Église catholique qui a rejoint les partis les plus fondamentalistes des églises évangéliques et d'une part avec l'assistance au niveau de l'ONU de l'Église musulmane et des pays comme la Chine, Biélorussie, qui vont tous ensemble l'ONU pour objecter tout ce qui a à voir avec les droits sexuels et reproductifs, mais aussi parce qu'au niveau des différents pays, ils sont maintenant très forts dans leur discours à l'encontre de ce qu'ils appellent l'idéologie des genres. Je ne sais pas si en France vous en avez entendu parler, mais c'est un concept bateau qui ne signifie rien, mais où on peut mettre tout ce qu'on veut, dépendant des différents pays. Ici, on met les droits sexuels et reproductifs. Ici, là, on met l'avortement. Dans d'autres pays, on met les personnes trans, ou dans d'autres pays, on met les personnes homosexuelles. Et ça dépend des contextes. On fait un mélange
et on parle, ils veulent nous imposer l'idéologie des genres dans notre pays, qui est un concept forain, qui est un concept étranger, qui est un concept qui ne va pas avec nos coutumes et nos habitudes et nos croyances les plus senties dans nos pays. Et dans ces contextes, ce que je vois, c'est qu'il faut aussi se regrouper, il faut aussi travailler ensemble pour créer cette conscience conjointe sur le besoin de renforcer les droits sexuels et reproductifs, les droits à la sexualité et les droits humains dans tous les pays. Et le danger de ces antagonistes est de plus en plus pressant dans tous les domaines, particulièrement au niveau de l'ONU, dans le contexte américain, au niveau de la OEA, et dans des différents pays. Et je conclus en disant que ce que s'est passé avec ces eurodéputés hongrois il y a 3 ou 4 jours, qui a été trouvé dans une orgie et en même temps, il était de ceux qui éventuellement opposaient les droits pour les personnes gays, homosexuelles en Hongrie. Je crois que c'est une démonstration de l'hypocrisie que généralement accompagne à ces manifestations à l'encontre de la sexualité et de la liberté humaine. Merci. Merci Tamara. Père Roger Pongo, je vous donne la parole pour là également une réaction sur le titre de ce débat et sur un état des lieux. Oui, merci pour la parole. Je tiens d'abord à remercier la chaire UNESCO pour ces 10 ans. C'est pas mal 10 ans. Les 10 ans tombent au même moment que 10 ans du foyer de paix dont je suis responsable. Donc, on est des jumeaux presque, quoi. Donc, on devrait s'entendre en principe. Et donc, je dis merci à la chaire UNESCO parce que j'ai des amis, dont le titulaire de la chaire lui-même, Thierry Troussier, qui est un grand ami, qui est entouré aussi des amis et que j'ai rencontrés au moment où j'avais besoin des amis pour comprendre mon combat et m'encourager à aller de l'avant. Donc, c'est pour moi la chaire UNESCO, c'est d'abord une famille, vraiment un cercle d'amis que j'espère va s'étendre aussi à la dimension du monde parce que cette amitié, elle est constructive et elle est humanisante aussi. Et en dit cela, je crois que ma ville d'origine, Bukavu, est connue parce que malheureusement, il y a une série de viols. Il y a Dr Mukwege avec qui je travaille, qui est un grand ami, qui fait un travail formidable et qui aujourd'hui se bat pour dénoncer justement cette violence qui a été exercée dans ma région dans le cadre de 2 guerres successives qui a fait pas mal de morts, des millions de morts dont on ne parlait pas et dont bien sûr, comme dans toutes les situations de guerre, ce sont les femmes et les enfants qui sont les premières victimes. Et donc aujourd'hui, je voudrais d'abord dire merci pour ce cadre qui est international. Deuxièmement aussi, prendre l'occasion de signifier comment je réagis à ce titre. Ce titre, il est pour moi très incarné. C'est comme ça que tout le monde peut s'y retrouver, peu importe son contexte de vie. Pourquoi incarné? Parce que le sous-titre me parle beaucoup. Il n'est pas très angélique, il rejoint l'homme et la femme là où ils sont. L'effondrement, bien sûr, il y en a eu dans ma région. Plus qu'un effondrement, c'est plus que vraiment de massacres à répétition qui ont effondré non pas des vies humaines qui ont disparu depuis 1994 au Rwanda et qui ont des conséquences dans ma région à l'est du Congo. Donc, de vies effondrées parce que disparues et malheureusement aussi des vies effondrées qui pensent encore leurs blessures aujourd'hui, qui réfléchissent comment s'y prendre, comment renaître. Voilà pourquoi je prends les deux ensemble. Comment renaître à une autre vie sans nier la vie blessée,
mais espérer qu'une autre vie est possible. Voilà le cadre de ma mission comme prêtre et j'en parlerai par la suite. Le mot bon, renouveau, il est important aussi parce que finalement les combats que chacun mène là où il vit, c'est un combat pour la vie. Le renouveau me parle, mais je préférais justement parler de effondrement et renouveau, parler plutôt de chute et relèvement, parce que c'est ça qui rejoint la pesanteur humaine à laquelle tout homme et toute femme est soumis là où il vit. Et donc, il est question de chute et relèvement. Il y a des chutes dont on se relève, des chutes dont on ne se relève pas, mais qui portent souvent aussi un cercle plus grand d'amis qui souffrent parce qu'il ne peut pas soigner celui qui a chuté, disparu ou blessé. Il y a aussi cette chute-là aussi où on apprend beaucoup aussi, où on apprend qu'on a fait un faux pas, mais que la vie est possible et que donc, on parlerait d'échec, mais un échec qui donne une leçon à renaître à autre chose. Dans ma région, c'est renouveau ou c'est relèvement, c'est ça mon espérance comme prêtre. C'est l'espérance aussi de tous ceux qui se battent pour que ceux qui sont blessés, touchés par cette guerre, ces violences à répétition, les violences, il faut le dire maintenant parce que c'est le moment de les dire, ces viols sont faits justement non pas pour la simple violence gratuite, mais malheureusement comme arme de guerre. C'est-à-dire que lorsqu'on devra parler sans les nommer ou détailler, des femmes qui ont été violées devant leurs enfants, leurs maris, et ça, ce n'est pas une violence comme n'importe laquelle. Des enfants qui ont été frustrés, qui aujourd'hui portent ces blessures parce qu'ils ont vu leur maman violée devant leurs yeux, des hommes qui ont disparu de famille parce qu'ils ont été incapables de protéger leurs femmes pendant ces viols-là. Vous comprenez que ce n'est pas n'importe quel viol dont nous parlons au Congo. C'est-à-dire qu'un viol programmé, un viol systématique, est vraiment une injure à la création, qui est vraiment une injure aussi à la vie. Et que donc, le renouveau qui est le nôtre, qui peut-être est le vôtre aussi, ce sera celui-là où, ensemble, nous pouvons dire oui, il y a eu ceci, mais il peut y avoir cela, parce que la vie est plus forte que la mort. Je pense que ce simple mot suffit pour vous dire que je parle avec émotion parce que ces femmes, je les rencontre. Pas au quotidien, parce qu'il est interdit au Congo de parler, pas forcément au Congo, en Afrique en général. Les questions de sexualité ne sont pas des questions qu'on aborde comme ça dans la rue ou en classe sans penser blesser quelqu'un ou scandaliser quelqu'un. Comme prêtre, d'abord, quand on apprend que j'appartiens à la chaire UNESCO, santé sexuelle et droits humains, oh là là, mais qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas, quoi. C'est comme si il y avait une santé sexuelle qui serait possible sans droits humains fondamentaux, et c'est là que je vais conclure. Les foyers de paix aussi responsables a préféré mener un combat sur les droits humains fondamentaux. Parce que quand ils sont niés, les restes tombent. Et c'est quoi pour nous? C'est la paix et le pain. Nous travaillons la terre. C'est la paix et l'accès à l'école. Ça vous paraît évident pour vous? Ce n'est pas évident pour beaucoup de filles et beaucoup d'enfants. La paix et l'accès aussi aux soins médicaux. La paix et l'accès, bien sûr, aussi au travail. Et ça nous concerne tous parce que les enfants qui ont quitté les bandes armées et qui ont commis des drames dans la forêt ou dans la nature, et parce que aussi téléguidés par des hommes politiques, il faut le dire, ces enfants-là, s'ils ne sont pas occupés au travail, ils sont tentés de revenir dans leur vie antérieure, ou s'ils sont dans la vie ordinaire, sans travail, sont des bandits potentiels. Les foyers de paix s'engagent donc dans ce cadre-là, à harmoniser la paix avec ses fondamentaux, qui paraissent évidents pour certains pays, mais chez nous, c'est encore un combat à mener et il est juste et il faudra le mener jusqu'au bout. Voilà, je vous remercie beaucoup, on y reviendra. Merci beaucoup aux trois intervenants pour ce premier tour de table qui déjà nous emmène dans des dimensions de souffrance importantes et qui nous montrent déjà que la sexualité est indissolublement liée aux droits humains. Pour ce deuxième tour de table, je voudrais vous interroger sur vos propres actions, vous, en faveur de
des droits humains, de la sexualité et des droits humains dans vos actions respectives. Et également de nous parler de vos besoins, des besoins que vous, des premiers besoins, des besoins fondamentaux qui vous semblent nécessaires, urgents pour vous aider dans vos combats respectifs. Gabriela, je vais vous redonner la parole, si vous voulez bien. Ah oui. Bon, en écoutant le père Roger et Tamara, je me rends compte qu'ici, tout va bien en Roumanie. Parce qu'ici, on vit dans la paix, on n'est pas dans une crise économique terrible comme au Venezuela. Alors, et aussi, je me rends compte que par rapport à eux, ce que je fais, moi, vraiment, c'est très, très peu, hein, parce que c'est très facile pour moi de vivre ici, mon Dieu. Je ne savais pas tout ça. Alors, moi, personnellement, j'ai suivi un DU à Paris en sexologie entre 2015 et 2018 pour que je m'approprie les savoir-faire de la société française, voilà, qui a une riche expérience en ce qui regarde, en ce qui concerne la santé sexuelle et les droits humains. Et ce que je fais maintenant, c'est d'éduquer ici en Roumanie les enfants, les adolescents, mais plutôt les adultes, parce que ce qui se passe, c'est que les adultes ont beaucoup de tabous. Ils ont grandi pendant la période communiste ou juste après, pendant la période de transition, et ils ont beaucoup de tabous et s'opposent d'une manière plus ou moins consciente à ce type de discussion. Au contraire, les enfants et les adolescents sont très réceptifs et très ouverts chaque fois qu'on leur propose de discuter sur la sexualité. Et alors, je participe à des débats, à des conférences en ligne à la radio cette année où on discute sur l'état des choses et on espère que nos voix sont écoutées par les politiciens et par ceux qui sont des facteurs décisionnels en Roumanie. Pour le moment, c'est ça ce que je fais. Mais ce qu'on a besoin ici en Roumanie, c'est très simple. On a besoin de faire l'éducation à la sexualité obligatoire à l'école parce que pour le moment, cette éducation sanitaire manque les normes d'application, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui doit faire cela, dans quelles conditions, selon quel programme. Et ici, on peut s'inspirer des lois qui existent déjà à l'OMS. Puis, il faut que les organisations internationales reviennent en Roumanie parce qu'elles sont parties en 2007, quand la Roumanie est entrée dans l'Union européenne. Parce que depuis 2007, la Roumanie n'est plus considérée comme un pays sous-développé. Alors, toutes les ONG qui existaient n'ont plus de financement. Voilà. Et nous en reste seulement 4 ONG en Roumanie. Il faut savoir qu'en Roumanie, l'État ne fait rien de ce point de vue. Je peux dire même qu'il s'oppose aux gens qui essaient de faire quelque chose. Et alors, c'est que des initiatives des particuliers qui font ça volontairement ou des ONG qui manquent le financement, qui s'occupent avec l'éducation à la sexualité, avec les droits des personnes en situation d'handicap et tout ça. Il faut aussi développer des centres de planification familiale parce qu'elles ont bien fonctionné, mais pour le moment, il nous en reste très peu. Et former les médecins de famille à l'éducation à la sexualité, surtout dans les villages. C'est ça ce que j'ai trouvé d'immédiat, et c'est ça ce qu'on a besoin ici en Roumanie. Merci. Merci. Merci, Gabriela. Tamara, vous voulez prendre la parole? Oui, merci. Non, je crois que j'ai eu une activité schizophrénique pendant les dernières 20 années. Et je m'ai divisé en deux secteurs, le secteur international et les actions internationales et les actions locales, dans 3 domaines qui sont pour moi les plus importants. Le domaine de articulation, création de réseaux,
les domaines de la création de capacités, de l'éducation et la création, le renforcement des capacités des personnes. Et en troisième lieu, l'incidence politique proprement dite et les actions de base. Et j'ai essayé de faire les trois choses tant au niveau international qu'au niveau national. Et maintenant, j'ai une activité quand même assez schizophrénique. Je suis la présidente du 17 mai, la journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Je fais partie du board directeur de WPAP, qui est l'Association mondiale des professionnels pour la santé des personnes trans. Je fais partie de All Out, du board de All Out, qui est une association pour faire des campagnes pour les droits sexuels et particulièrement pour les personnes LGBT. Et je fais partie, bien sûr, de la chaire et d'autres organisations. Et donc, dans ces domaines, je partage pas mal de mon temps. Et au niveau local, la création des réseaux, j'ai utilisé l'Assemblée nationale de laquelle je fais partie pour créer des réseaux entre la société civile, qui est de moins en moins organisée, malheureusement, particulièrement à cause de la diaspora et du manque de recours, de ressources suffisantes du point de vue économique. Mais de créer des liens étroits entre ces acteurs et actrices relevantes dans le domaine de la sexualité, d'une part, de créer des discussions et informer sur les derniers développements qu'il y a eu au niveau, on ne peut pas tout savoir, mais si on arrive à se nourrir les uns des autres, les unes des autres, ça nous donne la possibilité de créer des groupes d'échange d'informations. Et finalement, au niveau des bases, je fais partie du board d'une organisation, la seule pratiquement, qui s'occupe du planning familial au Venezuela et de donner de vendre à des prix vraiment subsidiés des anticonceptifs au Venezuela. C'est l'association référente de l'IPPF au Venezuela qui s'appelle La Femme au Venezuela, et on a maintenant 6 cliniques assez petites où on reçoit environ 2000 femmes par jour, 2500 femmes par jour pour essayer de leur faire, d'une part, de faire la planification familiale et d'autre part, de leur rendre service dans d'autres domaines de la médecine et même de la psychologie concernant en général leur santé intégrale. Donc, c'est ce que j'essaie de faire, à part bien sûr une activité politique. Merci beaucoup Tamara. Roger Mpongo, Père Roger Mpongo, est-ce que vous voulez prendre la parole? Merci pour la parole. Je rebondis à ce que j'ai dit avant et je vais parler ici comme prêtre. Et quelle révolte ce que j'ai dit a suscité à moi et qui m'a poussé aujourd'hui, depuis déjà 10 ans, à m'engager pour le foyer de paix. C'est que si on pose la question à quelqu'un, s'il connaît une femme violée dans son village, il dira non. Parce que désigner une femme comme violée, c'est la condamner à mourir socialement. Il faut déjà les noter comme ça parce que, deuxièmement, je crois qu'aussi il faut vous dire sincèrement que la première fois que moi-même j'ai rencontré ces femmes-là, c'était à l'hôpital de Panzi, lorsque on préparait un livre intitulé « Laissez-nous vivre ». Donc, nous sommes portés comme
porte-voix de ces femmes qui ont été violées en série et pendant la guerre, pour interpeller non seulement les politiques, mais aussi l'Église, qui aujourd'hui, en fait, a fait comme si, non pas qu'elle ne fait rien, mais n'a pas changé de pastorale pour l'adapter à cette nouvelle situation où elle doit rencontrer les personnes blessées. D'abord, pour moi, c'est d'abord une église qui doit reconnaître qu'elle-même, elle est blessée. C'est parce qu'on est évêque, qu'on est prêtre, qu'on est insensible à sa tante, à sa maman ou à son frère, à ses chrétiens, lorsqu'on connaît ce qu'ils ont subi. Ça me paraît vraiment, pour moi, absurde de continuer à dogmatiser, excusez-moi les termes, lorsque on a devant soi des vies blessées qui demandent non pas à être dogmatisées ou moralisées, je parle de moi cette fois-ci comme moraliste, mais qui attendent seulement d'être écoutées, d'être rencontrées comme des personnes. Et pour moi, ce qui m'a motivé, c'est l'écoute de ces femmes. Aussi, et ça c'est pour les femmes africaines, leur capacité de résilience malgré tout ce qu'elles ont subi. C'est là aussi les grains d'espérance dont je parlais, hein, à les rencontrer, à fêter avec elles, à rencontrer, à travailler avec elles. On ne dirait pas qu'elles sont passées par là. Non pas qu'elles ne souffrent pas. Et donc, du coup, comme prêtre, je me suis posé la question, comment mettre en lien ma formation théologique avec la situation concrète? Parce que c'est facile de parler des autres, de l'Église, de l'État, mais je pose la question, qu'est-ce que moi j'ai fait de ma formation théologique à Strasbourg, où j'ai passé une thèse sur la pensée d'Emmanuel Mounier et Max Sagnier pour les relations Europe-Afrique, mais j'y étais déjà sachant qu'au retour chez moi, ça ne sera pas la théologie, la philosophie dont mon pays aura besoin, ça sera mon engagement. Qu'est-ce que j'ai fait de ma thèse? Avec une distinction, je ne sais pas comment là on l'appelle encore, j'ai oublié, ça fait plus de 10 ans. Qu'est-ce que j'ai fait lorsque je rencontre mes parents, mes frères et mes sœurs, mes chrétiens, dans cette détresse-là? Et donc, c'est là que je me suis dit, je vais essayer de voir si ma thèse peut être pour moi presque comme une béquille. Et la béquille, c'est quoi? C'est la vision d'Emmanuel Mounier pour la personne. Mounier m'a appris que la personne humaine est un être de promesses. Être des promesses, ça rejoint ces renouveaux dont on vient de parler. Donc, peu importe son sexe, son rang social, par où il est passé, ses échecs, ses chutes et relèvements, cette personne porte en elle une potentialité encore qui peut faire surgir la lumière des cendres. Ça, c'est l'espérance et même l'enseignement catholique, même si elle ne dit pas comme ça, c'est moi qui les prends comme ça. Deuxièmement, Max Sagnier, qu'est-ce qu'il m'a appris? Eh oui, c'est son combat entre les deux guerres entre la France et l'Allemagne. Comme moi, j'ai eu la chance d'étudier à Strasbourg, une région aussi qui a été occupée, comme la mienne, qui a connu les changements de situation, tantôt française, tantôt allemande, et ma région à l'est du Congo, et pas loin de cela. Qu'est-ce que j'ai retenu de l'intuition de Max Sagnier? C'est que pendant les deux guerres, il a eu le courage d'organiser des congrès internationaux entre les jeunes Allemands et les jeunes Français. Quel courage! Quel courage! Et là, en rentrant, je me suis dit, moi j'ai vécu en Alsace, de l'Allemagne, j'avais traversé le Rhin pour aller faire des achats en Allemagne. Je vois les communes aujourd'hui alsaciennes qui sont jumelées avec les communes allemandes. Les poumons de l'Europe aujourd'hui, même s'il y a la crise pour tous, c'est la France et l'Allemagne, en tout cas au niveau politique, au niveau économique, qui sauraient que ces deux pays ont connu plutôt des situations aussi dramatiques que les nôtres aujourd'hui. Donc, le passé des autres devient le présent pour nous. Alors, en rentrant, qu'est-ce que je dis? Je vais oser deux choses. La première, c'est créer des cadres pour que les jeunes blessés puissent avoir accès au métier professionnel. Là, on peut les encadrer, on peut les rencontrer, et chacun peut aussi s'orienter selon son talent et donc avoir accès au travail. Donc, pour moi, oui, un chômeur de moins, c'est un bandit de moins. Voilà, ça c'est une logique toute simple. Deuxièmement, et oui, il fallait penser à ces femmes, à ces filles et à d'autres. Donc, il fallait créer des petits groupes, que nous appelons mousseaux, les mousses et la mutuelle, sur cette solidarité, pour que ces femmes se retrouvent entre elles à 10, souvent à travailler ensemble
et à échanger, à cotiser un peu, 1 franc, 10 francs par mois pour que, quand nous avons des donations qui viennent aussi, des amis alsaciens que je salue au passage, des amis parisiens, des amis suisses, alors à ce moment-là, nous renforçons un peu leur caisse pour que, par elles-mêmes, sans faire de mendiantes, pour qu'elles deviennent petit à petit autonomes et responsables. Entre-temps, ces mutuelles sont des lieux aussi de parole entre elles et doivent se confier les unes aux autres, les unes aux autres plutôt. J'ai la chance d'être prêtre à ce moment-là. C'est sûr que je peux alors écouter ceux qui ont des histoires personnelles que personne ne connaît. Et là, je ne peux pas ne pas être sourd à ces cris-là. Souvent, c'est plus fort que moi. Mais ce qui est important maintenant, ce n'est pas ce que je fais, mais c'est plutôt la pédagogie du foyer de paix, qui peut se résumer en ceci: construire en se construisant. C'est-à-dire comment ceux qui font quelque chose ensemble, en cultivant, en fabriquant un meuble, en construisant une maison, comment cela permet à ce que justement ces gens-là tissent ces liens qui ont été coupés par cette fameuse guerre qui a endeuillé les gens. Alors, pour conclure, c'est plutôt maintenant la dimension sous-régionale qui m'intéresse et que je soumets à l'UNESCO. C'est-à-dire que, comme professeur d'université et proche des villageois, j'ai pensé qu'il fallait aussi que ce que j'ai appris à l'université rejoigne les paysans. Au plan technique agricole, mettre en lien mes étudiants et les paysans pour qu'ils apprennent comment cultiver autrement, produire autrement pour améliorer les conditions de vie, au moins l'accès à la nourriture. Et cela, je le partage avec des amis qui sont au Burundi, qui sont au Rwanda. Et c'est cela, peut-être pour moi, les chemins d'espérance, en encadrant nos enfants, nos jeunes, en leur apprenant d'autres manières de vivre ensemble. Je crois que nous pouvons stopper ces murs creusés par la guerre et dire non à cette violence qui a fait des gens qui étaient des frères, qui sont des frères, qui ont créé des murs alors que les frontières sont vraiment ouvertes entre nos pays. On a mis dans nos têtes, ces enfants, qu'il y a l'ennemi à pointer. Et là, mon combat, il est là. Il n'y a pas d'ennemi à pointer, il y a à retrouver les frères perdus à cause de situations violentes, même souvent sauvages. Voilà ma mission. Et je crois que pour les besoins, je n'en parlais pas, parce que je n'aime pas qu'on me pose la question de besoins. Voilà, je n'aime pas. Dans ce qu'on a de besoins, c'est quoi? Je demande plutôt à l'UNESCO de nous dire quels sont ces besoins pour que l'UNESCO retrouve aussi son identité dans chaque pays, dans chaque coin, et pouvoir créer un réseau plus fort, plus solide et solidaire pour que ces valeurs qui sont partagées soient aussi, comme aujourd'hui, débattues, partagées avec d'autres. Et ça, pour moi, c'est grande joie. Les grands besoins, c'est celui-là. Parce que de longtemps, on a demandé, donnez-nous nos besoins, on va vous aider. Ça nous a abruti, ce genre de choses. Ce que chacun a des potentialités. Et donc, quelle que soit la France, l'Allemagne, le Congo, le Venezuela, la Roumanie, nous avons ensemble des richesses de pauvreté à partager pour que, ensemble, on forme un réseau fort, solide et solidaire. Je vous remercie. Merci. Merci à tous les trois. On va avoir une question ou deux à vous poser, ou en tout cas celui ou celle qui voudront bien y répondre. Vous avez souligné quelque chose d'important et vous avez vu qu'on essayait d'inscrire ce débat dans une vision internationale, justement parce qu'on voulait donner la parole ailleurs qu'ici, parce qu'on est bien conscient que l'abord de la sexualité ne peut pas se faire de la même façon partout, que les problématiques ne sont pas les mêmes partout et ne s'abordent pas de la même façon partout, et qu'on ne peut pas avoir une vision juste de suprématie, nous détiendrions-nous la recette, ce qui conduit à la question qui nous est posée. Quels sont pour vous, vous avez évoqué plein de leviers différents, les leviers politiques, les leviers de l'éducation, les leviers d'engagement personnel, associatif, les problématiques économiques. Quelles sont, selon vous, la recette pour pouvoir avancer dans quelque chose qui permettrait d'aller vers une meilleure égalité des droits sexuels? Est-ce que quelqu'un peut essayer de répondre à cette question, qui n'est pas facile? Quelqu'un d'entre vous veut prendre la parole? Tamara, je vous en prie. Oui, je prends la parole là. Je ne sais pas si mon micro est... Oui, voilà. Oui, oui. Et
c'est une question assez difficile à répondre, Arnaud, parce que il y a plusieurs domaines d'intervention possibles qui s'entrecoupent entre eux, qui ne sont pas nécessairement parfois, ils viennent pratiquement de manière tangentielle où on ne peut pas joindre les actions. Et ce que je vois, c'est que parfois, le point essentiel, c'est de changer les mentalités et changer le cœur des gens. Et ça, on peut le trouver, on peut l'attendre surtout à travers l'éducation et à travers des campagnes publiques afin d'échanger la perception que les gens ont sur la sexualité. Et ça dépend bien sûr des contextes, ça dépend des milieux, ça dépend même dans un pays, ça dépend des régions et parfois même des villes. Et c'est ce qui est le plus difficile parce que il y a des problèmes concernant par exemple les différences sociales et culturelles, mais aussi par exemple les différences religieuses et les différences même ethniques des personnes habitant dans un certain endroit. Donc, ce que je dirais, c'est qu'il faut être très flexible, avoir un but, avoir un plan, mais savoir que on habite tous dans des milieux multiculturels et que qu'on s'adresse à des personnes et qu'il n'y a pas ça n'existe pas comme quelque chose comme tous les gens qui habitent une région ou un pays qui sont les personnes concernées par cette campagne, par exemple. Non, on doit déterminer une cible, les objectifs et les personnes auxquelles on s'adresse et savoir comment s'adresser à ces personnes de manière plutôt différente. Merci, Je crois Tamara. que c'est le grand problème. Merci Tamara. J'ai une question qui s'adresse, je pense, à Gabriela. Est-ce que en dehors est-ce que en Roumanie, la société roumaine est informée des réseaux de prostitution à l'extérieur de son pays, la prostitution des femmes en dehors de la Roumanie? Est-ce qu'on en parle là-bas? Non, pas tellement. Non, on ne parle pas de ça. Non, malheureusement. Et comment, une autre question, toujours à vous d'ailleurs, comment faire cette éducation auprès des jeunes, puisque vous le disiez tout à l'heure, la société est assez fermée sur ce sujet, vous rencontrez des obstacles d'ailleurs, vous pourriez peut-être nous dire comment faire? On fait l'éducation à la sexualité à travers les organisations non gouvernementales. Qui nous dirige vers les écoles. Mais là, c'est toujours compliqué parce qu'on a vraiment besoin, depuis cette année, d'avoir l'accord écrit des parents. C'est-à-dire que dans une classe avec 30 élèves, si un parent n'est pas d'accord avec ce genre de discussion, alors on ne peut pas y aller et parler sur la sexualité. Voilà, malheureusement, c'est comme ça. Et c'est pour ça que je disais qu'il faut éduquer les adultes en Roumanie d'abord. Oui, on est assez d'accord si on dit que la principale résistance, ce sont les parents et non pas les enfants. Oui, c'est ça. Ouais. Alors j'ai une autre question sur qui, de votre point de vue, est le plus apte à parler de sexualité. Donc la question s'adresse à tout le monde. Est-ce que ce sont les professeurs? Est-ce que c'est aux médecins? On a vu que ça pouvait être aussi des prêtres. Donc qui, à votre sens, est le plus à même de parler de sexualité? Je dirais que les personnes entraînées pour le faire. Il y a quelques tâches essentielles, non pas seulement de savoir des choses avec la sexualité, mais aussi comment entraîner les gens, comment s'adresser, surtout aux jeunes et aussi aux parents. C'est pas facile parce que, comme je disais auparavant,
peut-être on utilise beaucoup maintenant cette idée de raconter des histoires, le storytelling. Et ça a été bien reçu avec même du plaisir par les élèves, et ça a aussi motivé des gens plus adultes à changer un peu leur perspective sur la sexualité. Mais surtout, c'est important d'avoir des personnes capables. D'avoir du sexe, ce n'est pas la garantie que vous pouvez parler de la sexualité. On est d'accord. Une question qui revient dans beaucoup de débats. Est-ce que ce sont des femmes qui doivent parler de sexualité aux jeunes, d'ailleurs, c'est écrit, puisqu'on reçoit les questions en direct. Est-ce que c'est les femmes qui doivent faire de la sexualité aux jeunes? Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est une question qui me paraît très sexiste d'une certaine façon, mais bon, je vous la pose puisque je l'ai reçue. Quelqu'un veut répondre? Oui? Je crois que je réponds d'abord pour la première question. Je n'ai pas réagi, parlant de recettes par rapport à la situation. Je crois qu'il y a d'un côté, dans tous les pays, un besoin de mettre en lien notre formation universitaire, scolaire, la dimension intellectuelle par rapport aux réalités de la vie quotidienne. Voilà, je pense que c'est un besoin pour tout le monde. Moi, j'en ai été privé, j'ai enseigné classique, je me rends compte que je dis que ça ne marche pas. Je crois que des études qui sont seulement cérébrales, sans impact sur les transformations, en tout cas dans le village où je vis, n'ont pas d'importance pour moi. Donc, c'est un besoin. Deuxième remarque par rapport à cette recette, entre guillemets, je crois que c'est moins, il n'y a pas de recette bien sûr, mais je crois aussi que au niveau éthique, on aurait beaucoup à apprendre de Paul Ricoeur, parce que je crois que nous faisons des choses, et chacun à sa manière, bien sûr, mais ce que Paul Ricoeur appelle la visée bonne me paraît être plus loin les points communs entre tous. Qu'est-ce que la visée bonne pour lui? Elle est bonne pour moi, pour et avec les autres. Et la dimension qu'il mentionne après, on n'a pas beaucoup fait allusion à ça, c'est la dimension des institutions justes. Institutions justes. Que ce soit au Venezuela, en Roumanie, au Congo, je crois que, même en France, hein, et dans l'Europe, dans le monde, je crois que nous avons aussi à interpeller les institutions pour qu'elles soient justes par rapport à ces personnes dont les droits sont bafoués et que personne, souvent, oublie, parce que tout simplement, certains qui ont droit au chapitre, en tant que dans mon pays, n'ont pas ces thèses, mais font comme s'ils ne voient pas qu'il y a d'autres humains qui sont dans ce qu'on peut appeler certains difficiles. Ça, c'est un. Deuxièmement, on pose la question sur qui est apte à parler de la sexualité. Ça me fait rigoler, moi. Bien sûr. Mais oui, ça fait rigoler. Est-ce qu'on parle de sexualité sans parler de vie? Moi, j'ai mes programmes ici, éducation à la vie. Moi, je préfère parler de la vie que de la sexualité, tel que vous l'entendez, vous autres, tel que j'entends parler. Et sexualité, ça ne va pas être un mot qui est piégé où on envoie tout le monde au sexe comme si c'est cela. Est-ce qu'on n'a pas aussi à dire la vérité que tout être humain est sexué, peu importe ce qu'on peut dire, et que cette situation nous touche tous et que chacun devrait être capable d'en parler, au moins par expérience personnelle, et non parce qu'il est prêtre, parce qu'il est marié. Ça me paraît un peu bizarre, ça, comme manière de voir. Merci. Merci, voilà, merci, merci. Oui, merci pour cette liberté, évidemment, de langage, voilà, mais bien sûr. On va conclure ce débat parce que le temps va plus vite qu'on le veut, mais on va accueillir quelqu'un d'exception, Madame Claudine Serre, pour justement nous dire quelques mots à la suite de ce débat. Et pour conclure ce débat, Madame Claudine Serre, qui est diplomate, historienne, écrivaine, membre également du CNFU, qui est la Commission nationale française de l'UNESCO. Et nous sommes très honorés de l'accueillir, puisque je pense qu'elle nous suit depuis le tout début de la construction de cette chaire. Madame Serre? Oui, merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord dire combien je suis profondément touchée à titre personnel, puisque je suis engagée pour les droits des femmes depuis 50 ans en France. J'ai fêté mon demi-siècle d'engagement. J'ai
travaillé auprès de Simone de Beauvoir il y a 50 ans. Donc, vous voyez, c'est vraiment pour moi, à titre personnel, un très grand honneur, un très grand plaisir d'être parmi vous. Mais je ne suis pas là à ce titre personnel d'abord. Je suis là parce que, en tant que diplomate, je suis la conseillère du président de la Commission nationale française pour l'UNESCO, qui fait le lien entre la société civile et les États membres de l'UNESCO. Et donc, c'est un lien qui est particulièrement fort et la question des droits sexuels et reproductifs est très importante pour nous. Alors, il y a deux choses. Je veux d'abord vous parler de ce que sont les chaires UNESCO et ensuite, je vous dirai ce que nous allons faire, ce que nous voulons vous proposer de faire pour les prochains mois et les prochaines années, compte tenu de la situation internationale et du fait que nous accordons une très grande importance à la chaire UNESCO parce que ce sont des sujets sur les droits sexuels et reproductifs, car ce sont la santé sexuelle et reproductive, ce sont des sujets très stratégiques pour nous et fondamentaux. Alors, les chaires UNESCO, elles sont implantées et c'est à ce propos Madame Suzy Halimi, qui est en charge des chaires UNESCO, qui ne peut pas être là ce soir, qui m'a demandé de vous transmettre ces éléments, donc sont implantées dans des établissements d'enseignement supérieur et pilotés par des enseignants et des enseignantes, chercheurs et chercheuses. Elles ont pour mission de promouvoir la coopération internationale, notamment avec les pays émergents, dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est exactement ce que fait la chaire UNESCO des droits sexuels et reproductifs depuis 10 ans. Le réseau français, pour sa part, compte cinquantaine de chaires. Elles se répartissent dans les différents secteurs de l'UNESCO, c'est-à-dire l'éducation, la culture, les sciences humaines et sociales et la communication. Nous recevons chaque année de nombreuses candidatures. En réalité, nous accompagnons les porteurs de projets et l'an dernier, nous avons soumis, parce que nous devons les soumettre à l'UNESCO, 10 candidatures nouvelles et toutes ont reçu une évaluation positive, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, nous en sommes particulièrement heureux. Cette année, nous avons soumis 9 nouveaux cas et nous attendons les résultats parce que, comme vous vous en doutez, les résultats sont retardés par la crise sanitaire. Alors, je voudrais vous raconter une expérience entre la France et l'Allemagne, puisque vous avez cité tout à l'heure l'Allemagne. Et donc, permettez-moi de vous citer cette expérience de 2 commissions nationales entre la France et l'Allemagne. Le 8 octobre dernier, nous avons eu une rencontre très intéressante à distance avec nos homologues allemands qui ont une approche très différente de leur réseau. C'est-à-dire qu'ils n'ont que 14 chaires en tout, 1 ou 2 demandes nouvelles soumises par an et une sélection très sévère parmi les dossiers candidats. Par ailleurs, le 17 janvier dernier, nous avons organisé la réunion annuelle des chaires. Nous avons une réunion annuelle des chaires à laquelle participe la chaire santé sexuelle et reproductive qui a cette qualité, cette richesse de diversité et qui fait que les 50 représentants et représentantes des chaires UNESCO de toute la France viennent, y compris d'outre-mer, et viennent et se connaissent, ce qui permet ensuite de monter des programmes et de se soutenir mutuellement. Là, vous comprenez bien qu'avec la situation de pandémie, nous avons organisé une réunion, invité aussi les représentants des villes apprenantes, qui est un autre réseau qui est créé et géré par l'UNESCO. Nous avons eu 45 chaires présentes et effectivement, ces approches dont je vous parle sont en train de s'opérer de plus en plus. C'est ainsi précisément le cas de votre chaire, santé sexuelle et droits reproductifs, qui s'est noué des liens avec celle de Didier Jourdan à Clermont-Ferrand sur le thème éducation santé en vue de la création d'un réseau Nations Unies plus évolué, plus international encore. En tout cas, votre chaire, santé sexuelle et droits humains, est sous la houlette du professeur Thierry Troussier, une des plus anciennes et une des plus actives de notre réseau. Alors, il est très important, et le président de la Commission nationale, l'ambassadeur Yves Saint-Jour, y tient, de vous en féliciter au moment où vous célébrez son 10e anniversaire en vous souhaitant une belle continuation et plein succès pour cette cérémonie. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est, permettez-moi de vous donner quelques éléments sur ce qui se prépare, sur ce qui se pose et qui rejoint toutes les observations que les uns et les autres
vous avez effectué, et vous en particulier, quand vous êtes intervenu pour présenter et ouvrir cette session et cette commémoration. La première, c'est la très grande difficulté dans laquelle nous nous trouvons de par le monde pour soutenir les droits à la santé sexuelle et reproductive, les droits humains. Nous sommes véritablement dans une situation très dure avec, comme certaines d'entre vous l'ont souligné, certains, une conjoncture avec le fait que les anti-droits sexuels se regroupent, sont de plus en plus efficaces, opportuns. J'ai pu le constater moi-même à New York, aux Nations Unies, où la salle est littéralement envahie par des jeunes religieux qui s'opposent, qui critiquent systématiquement et qui font en sorte que la voix des droits humains est plus difficile pour être entendue. Mais nous avons dans ce contexte un élément d'espoir qui est le fait que le président de la République, M. Emmanuel Macron, le président de la République française, M. Emmanuel Macron, a qualifié, a décrété que l'égalité homme-femme, c'était véritablement le sujet majeur de son quinquennat. Et c'est non seulement le sujet majeur de son quinquennat, mais le président de la République a également initié ce que l'on appelle en ce moment une diplomatie féministe. Alors ce terme de diplomatie féministe, vous le connaissez les uns, les unes et les autres, il est né d'abord de la Suède, il nous est venu d'abord de la Suède, puis il a été repris par le Canada, et maintenant vous avez véritablement un groupe de pays aux Nations Unies qui essayent, y compris aussi sur le plan européen, de l'Union européenne, et c'est très difficile, et qui essayent de faire passer toutes les questions de l'égalité homme-femme, toutes ces questions dans la diplomatie quotidienne internationale. Alors, pour ce qui concerne de la France, ça se représente d'abord une aide aux États, pays en voie de développement, en particulier à l'Agence française du développement, mais aussi pour des programmes pour des pays en développement. Ça concerne aussi le fait qu'on a doublé le nombre de femmes ambassadrices et qui, au départ, occupaient des postes de qualité de dimension moyenne, comme ambassadrices, qui maintenant occupent des postes beaucoup plus importants. Donc, on est en train véritablement qu'il y a des formations pour tous les agents diplomates. Tous les agents qui vont travailler dans les ambassades ont maintenant des formations sur les questions d'égalité de femmes et des droits sexuels et reproductifs. Donc, véritablement, il y a un moment où la France est en train d'essayer d'opérer une stratégie dans ce sens. Et la Commission nationale française pour l'UNESCO est partenaire avec la société civile, avec des ONG. Vous parliez, docteur Gabriela Manas, du fait qu'il y avait très peu d'ONG en Roumanie en ce moment. Moi, je me propose que nous reprenions contact toutes les deux parce que je pourrais peut-être vous orienter vers quelques ONG françaises et européennes qui seraient tout à fait, je pense, à l'écoute, prêtes à vous soutenir. Donc, la Commission joue un rôle de plus en plus stratégique là-dessus. Et nous avons aussi nous opérons dans un terme qui peut vous paraître un peu simple et rudimentaire, mais qui est en réalité très symbolique et qui, grâce au virtuel notamment, prend de l'importance, qui sont les cafés femmes. La Commission nationale française pour l'UNESCO organise des cafés femmes, et ces cafés femmes nous permettent d'inviter des femmes de différents pays, de différents endroits, pour voir ensemble les stratégies qu'on peut établir, faire passer les voix, que ce soit à l'UNESCO ou sur le plan des Nations Unies. Donc, vraiment, ce que vous faites est considéré, et la priorité de la France, c'est la question des droits sexuels et reproductifs. Donc, vous êtes absolument, cette chaire est dans les priorités. Donc, nous voulons vous apporter vraiment ce 10e anniversaire, à la fois notre respect, notre gratitude envers tout ce que vous accomplissez, puisque vraiment vous êtes une référence. On vous cite partout. Pour ma part, je vous cite dans toutes les instances diplomatiques. Donc, je crois qu'on est à votre disposition. Ce n'est qu'un début, je pense. Alors, dernier point, pardonnez-moi, excusez-moi, j'allais l'oublier, mais c'est très important. Le président de la République
avait souhaité, pour marquer son quinquennat sur égalité homme-femme, inviter pour une conférence mondiale des femmes en juin 2020 à Paris 5000 officiels et 5000 ONG. Nous devions être 10 000, nous devions nous retrouver porte de Versailles pour cette rencontre, parce qu'il n'y en a pas eu, comme vous le savez, de grandes rencontres mondiales des femmes depuis Pékin, il y a 25 ans. Mais nous nous heurtions à plusieurs choses. La première, c'était que nous ne pouvions pas proposer d'aboutir à un texte global commun de tous les États des Nations Unies, compte tenu du fait que nous risquions très grandement que les avancées, les exigences en matière des droits des femmes soient rétrogrades par rapport à ce qui avait été adopté à la conférence de Pékin il y a 25 ans. En revanche, nous avions ce souhait, et les autorités françaises avec lesquelles nous travaillions avaient ce souhait, c'était qu'il y ait partout une multitude d'événements, d'ateliers qui soient véritablement sous l'égide de France. Et maintenant, cet événement a dû être reporté pour les raisons de pandémie. Il est prévu un nouvel événement en juin 2021, un événement à Paris de nouveau, bien entendu, malheureusement, sur une dimension bien moindre, c'est-à-dire au lieu de 10 000 personnes, probablement 1000 participants et participantes, mais, et c'est là où nous sommes ouverts, et je tiens à dire à la chaire que nous sommes ouverts pour vos propositions, pour vos demandes, et Madame Docteur Manasse et Madame Tamara Adriane, bien entendu, et M. Mpongo, bien évidemment, nous sommes ouverts pour monter des cafés femmes, entre guillemets, des ateliers virtuels qui se tiendraient dans le cadre de ce forum Génération Égalité. Nous travaillons avec des associations qui ont des milliers de femmes en France, donc nous pouvons espérer d'avoir une bonne publicité, une bonne visibilité pour ces événements. Donc Merci. Je suis là aussi pour vous dire, si la chaire UNESCO Santé Sexuelle m'y autorise, à ce que nous ayons des contacts et nous montions tous ensemble avec naturellement le professeur Troussier et vous-même et toutes les personnalités qui vous faites un travail extraordinaire, qu'on monte ensemble des événements virtuels sous l'égide de ce forum qui permettraient de vous donner une grande visibilité et de voir et de travailler ensemble pour 2022 et 2023 également. Voilà, je vous remercie, c'était un peu long, excusez-moi. Merci beaucoup, nous avons été très sensibles à vos mots et bien entendu, je pense qu'on s'investira dans cet événement-là. Et merci beaucoup pour votre proposition.